RGPD, en fait, c'est la réglementation générale pour la protection des données. C'est quelque chose qui a été mis en place et qui aurait dû, en fait, être entièrement respecté depuis le mois de mai 2018. C'est-à-dire que la date du 25 mai 2018 était la date à laquelle la totalité des entreprises et des professionnels en Europe devaient être en conformité avec cette réglementation. Et comme on le voit, on en est très très loin, puisqu'il y a quasiment 80% des professionnels en France, si je prends que la France, qui ne sont pas en conformité. Donc la RGPD, effectivement, c'est un processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que l'on doit effectivement avoir, je dirais, avec une contrainte financière. C'est un processus que l'on doit mettre en place effectivement au sein de son entreprise, de façon à, je dirais, avoir un respect de tout ce qui a été édicté concernant les données personnelles que l'on est amené à traiter dans tout le, je dirais, au quotidien. Donc, il n'y a rien à payer, entre guillemets, pour être en conformité. Ce n'est pas un impôt, ce n'est pas une taxe, donc il n'y a pas à payer pour dire j'ai payé, je suis en conformité. C'est vraiment un process que l'on doit avoir mis en place au sein de son entreprise. Donc quand quelqu'un vient vous voir en vous disant est-ce que vous avez payé pour être en conformité, c'est une arnaque. Effectivement, c'est un processus où il n'y a pas besoin, je dirais, comme on le disait, d'avoir à payer pour avoir euh, ce certificat ou d'avoir cette conformité, etc. Donc en fait, la RGPD, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, une réglementation qui a été mise en place par l'Europe, en Europe, et qui permet en fait d'avoir un cadre juridique sur toute l'Europe pour les professionnels et permettre en fait de développer leur activité numérique au sein de l'Union européenne sur, je dirais, avec la confiance des utilisateurs. Tout ça s'appuie sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est-à-dire que nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Voilà un petit peu le cœur du débat et qui a fait la création et qui a permis la création de cette réglementation. C'est effectivement le but de protéger la totalité des personnes contre toutes les atteintes ou la possession illicite de données sur eux. Donc, on est tous concernés, que ça soit en tant qu'entreprise, que ça soit en tant que particulier. Nous avons donc effectivement à protéger et à être protégés par les professionnels sur la divulgation ou sur les atteintes que l'on puisse avoir sur tout ce qui va nous concerner à titre personnel. Un petit lien sur un article du Monde qui prouve que c'est pas d'aujourd'hui où il y avait des problématiques sur les données personnelles. Déjà en 1974, il y a eu l'affaire Safari. Alors là, ça sera un petit peu long de vous la développer ici, mais c'était le but d'identifier tous les citoyens par leur numéro de sécurité sociale et de créer donc un fichier comportant toutes ces données personnelles sur un seul et unique fichier. GPD, ça n'empêche pas les données personnelles de circuler, ça n'empêche pas les entreprises de prospecter, ça n'empêche pas de travailler. C'est simplement
il faut prendre en compte le fait que aujourd'hui, quand on inscrit en fait des données personnelles d'une tierce personne, on prend la responsabilité de les gérer, on prend la confiance de la personne sur notre capacité à les gérer, et on doit le faire effectivement en toute transparence. Comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, le RGPD, c'est effectivement un règlement qui protège les libertés, les droits fondamentaux des personnes physiques et leur droit à la protection des données à caractère personnel. Et donc, le RGPD va définir un cadre et donc des limites à l'utilisation de ces données que l'on puisse posséder, qui sont dites à caractère personnel. La question est, qui est concerné par cette réglementation? En réalité, tout le monde, tous les professionnels, que vous soyez une entreprise, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez un professionnel de santé, que vous soyez à l'établissement public, un hôpital privé ou une clinique privée, que vous soyez une association, tout le monde, à partir du moment où on a une utilisation professionnelle, tout le monde est concerné. Et il n'y a, je dirais, pas d'échappatoire, c'est-à-dire en fait quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit le nombre de salariés, quel que soit le chiffre d'affaires, vous devez effectivement être en conformité avec cette réglementation. C'est vraiment tout le monde. Un jour, on m'a posé une question, on m'a dit oui, mais moi je suis tout seul dans mon entreprise. C'est bien, on est tout seul, mais est-ce que vous avez des fichiers de clients? Est-ce que vous avez des fichiers de prospects? Oui. Est-ce que vous êtes en conformité? Je ne sais pas. Moi, je vous le dis, non. À partir du moment où vous possédez des données, vous devez être en conformité. Donc, là où il ne faut pas confondre, c'est qu'effectivement, la RGPD va ne pas s'appliquer sur une personne physique. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander, vous, parce que vous avez le numéro de téléphone de votre ostéopathe ou ses coordonnées personnelles, on ne va pas vous demander une conformité. Maintenant, si vous vendez du matériel, par exemple, je parlais d'un ostéopathe à des ostéopathes, même si vous le faites, je dirais, de façon ponctuelle, vous devez, à ce moment-là, vous mettre en conformité. C'est là où il faut faire vraiment toute cette différence, c'est-à-dire ne pas confondre la personne physique qui a un carnet d'adresses, qui a des coordonnées personnelles de certains amis, de sa famille, d'autres personnes avec qui elle peut travailler, mais si ça reste dans la sphère uniquement personnelle et non professionnelle, il n'y a pas d'application de la réglementation. Alors, cette réglementation, elle s'applique comment et où? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est une réglementation européenne, elle s'applique en fait sur la totalité de l'Europe. Elle vous concerne forcément tous. Maintenant, il faut aussi savoir que des sociétés qui sont hors de l'Union européenne doivent également respecter cette réglementation à partir du moment où elles possèdent des données sur des personnes qui sont ou qui vivent au sein de l'Union européenne. Et je donnais tout à l'heure un exemple effectivement d'une société, par exemple call center, qui peut être située dans un pays du Maghreb, en Afrique ou ailleurs. Si elle travaille sur des personnes, par exemple en appelant des personnes qui sont en France, ces sociétés-là, bien qu'elles ne soient pas en Europe, doivent respecter cette réglementation. Et inversement, si vous avez, vous, des données sur des personnes qui sont situées à l'étranger, hors de l'Europe,
vous devez également, pour ces personnes, respecter cette réglementation. Donc, tout cela, en fait, est surveillé par un organisme qui s'appelle la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Dans le cas où vous avez effectivement un contrôle, entre autres pour des raisons dont je vais venir tout à l'heure, elle peut prononcer à votre encontre un premier appel à l'ordre ou vous enjoindre de mettre le traitement en conformité et avec une astreinte, peut-être une astreinte financière et limitée temporaire dans le temps. Elle peut vous suspendre selon la gravité, elle peut suspendre les flux de données. Elle vous ordonne de satisfaire aux demandes d'exercice des droits des personnes, et y compris sous astreinte, ou prononcer une amende administrative. Il faut savoir qu'effectivement, ces amendes peuvent faire, je dirais, vraiment mal. 2 exemples. Il y a eu dernièrement, parce qu'elle diffuse, la CNIL diffuse sur son site les gens qu'elle, je dirais, qu'elle a rattrapés et ou à qui elle a fixé une amende. Il y a eu 2 médecins qui se sont fait prendre par la patrouille, comme on dit, et qui ont pris chacun 6 000 € d'amende. Ou bien une entreprise de 2 personnes, une petite entreprise qui faisait du mailing, qui n'avait pas respecté non seulement la réglementation, mais en plus ne répondait pas aux demandes des personnes qui refusaient de recevoir des informations via cette société. Ils ont pris 20 000 € d'amende. Donc c'est effectivement la CNIL est seul maître à bord. Alors elle aligne également l'État, mais comme c'est un organisme d'État qui aligne l'État, malheureusement l'État français, lui, ne paye pas. Il prend simplement en compte le rappel à l'ordre. Si vous avez en fait dans cette réglementation, la CNIL donne effectivement plusieurs niveaux de sanctions en fonction de ce que ils ont trouvé. Les plus fortement sanctionnables, c'est effectivement si vous l'avez fait délibérément ou par négligence. Parce que malheureusement, en matière de RGPD, il ne peut pas y avoir de négligence puisque vous êtes censé être déjà conforme. Si vous avez utilisé des données à caractère personnel et vous avez violé, en fait, quelque part, ces données en conservant des données sensibles qui peuvent être effectivement des données d'ordre, on va dire, santé ou des données qui sont sur le plan de religion, etc. Et si bien sûr, si vous avez, je dirais, plus que négligé les droits sur les personnes, c'est-à-dire le droit de rétractation ou le droit de modification, et vous ne l'avez pas respecté. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à ça. Le danger peut venir d'où? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne qui est dans votre fichier a des droits. Et bien souvent, le danger par rapport à des réclamations auprès de la CNIL, elles peuvent être déclenchées par, on a vu des salariés en conflit avec l'organisation, avec l'entreprise, des syndicats, des représentants du personnel, des associations de consommateurs, des associations de protection de la vie privée, il y en a de plus en plus, des clients ou des concurrents. Donc en fait, si vous ne respectez pas la RGPD, vous pouvez dénoncer très facilement. Ça prend 5 minutes en ligne pour dénoncer le non-respect de la RGPD. Donc, pour bien comprendre, en fait, on va rentrer un petit peu dans le détail de savoir qu'est-ce qu'une donnée personnelle. En fait, une donnée personnelle, c'est quelque chose, c'est une information où vous allez rendre identifiable une personne. Ça peut être effectivement par son nom, ça peut être par sa photo, ça peut être par sa voix,
ça peut être par sa position géographique, ça peut être par ses moyens de paiement, ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par son appartenance à des communautés. On peut donc comme ça, je dirais, avoir ces notions-là à partir du moment où cette personne-là va être reconnaissable. En fait, il va falloir prendre en compte que dans un fichier, vous allez avoir forcément un certain nombre de ces données-là. Vous allez avoir une identité, donc avec les numéros de téléphone, des adresses IP, des pseudos, voire le sexe, les opinions, les religions. Tout ça, ça fait partie de l'identité d'une personne. Le contexte, c'est-à-dire où elle est située, où elle va, par exemple, si elle se déplace habituellement entre son domicile et son poste de travail, avec un trajet habituel, etc. C'est tout ce qui va être ses finances, la santé, bien sûr, ses comportements de consommation ou de navigation, ses communications ou les contenus qu'elle traite. Toutes ces informations-là, en fait, sont reliées à un moment donné à une personne. Et c'est donc ces données-là qui, effectivement, sont sous surveillance. Alors, petite question. Si je possède je vais dire, dans mon fichier, les données personnelles, si j'ai le nom d'un client américain qui a visité un jour l'Europe et qui m'a laissé ses coordonnées, est-ce que c'est des données personnelles au sens du RGPD? La réponse est oui. Même s'il est américain, moi je suis en France, donc je dois faire en sorte que ces données-là soient protégées. Si j'ai une plaque d'immatriculation d'un véhicule de société, est-ce que c'est une donnée personnelle? La réponse est double. Si c'est un véhicule de société qui est attribué, on va dire, à ce qu'on appelle un véhicule de service, non, cette plaque n'est pas à rentrer dans la RGPD. Si c'est une donnée personnelle, si ce véhicule de société est affecté à une seule et même personne, mais non, ce n'est pas une donnée personnelle, si c'est un véhicule de service que tout le monde peut conduire au sein de la société. Maintenant, si j'ai une société, effectivement, comme je disais tout à l'heure, qui prend des rendez-vous depuis le Maroc pour un client français, cette société-là doit être en conformité avec le RGPD. Le nom du notaire pour la succession de ma grand-mère, non, ce n'est pas une donnée personnelle. Si c'est moi qui la possède, bien sûr. Alors, d'autres petites questions. D'autres petites questions. Donc, si je possède dans mon fichier des informations du type adresse postale sans avoir un nom et un prénom d'une personne, est-ce que l'adresse postale fait partie, effectivement, doit rentrer dans les données personnelles? Oui, parce qu'avec une seule adresse, je peux retrouver une personne. La date de naissance, oui, c'est une donnée personnelle. Je peux retrouver cette personne par sa date de naissance. Un numéro d'abonné à un magazine, c'est une donnée personnelle. Je peux également retrouver la personne à partir de ce numéro d'abonné. Et si la personne aime le chocolat, bien évidemment, ce n'est pas une donnée personnelle. Super. On avait une petite question dans le chat. Oui. Sur est-ce qu'une fois qu'on utilise des données médicales dans une société, est-ce qu'on a besoin de la certification HDS? Alors moi, je pense qu'il faut répondre oui. Oui.
Du coup, Tout à Patrick, fait. est-ce que vous En fait, confirmez? Ouais. tout à fait, parce qu'en fait, il faut effectivement, les données de santé sont des données dites sensibles, donc elles doivent être d'autant plus protégées qu'elles ne peuvent être utilisées que dans certaines conditions. Ok, très Donc, bien. il faut comprendre, en fait, et c'est l'objet de la slide suivante, c'est que dans un process de traitement de données, en fait, une donnée, elle a un cycle de vie. C'est-à-dire son cycle de vie commence au moment où on va la collecter. Ensuite, cette donnée, on va la stocker, on va l'utiliser, voire la communiquer ou la partager. Et au bout d'un certain temps, on se doit de l'éliminer. Et ainsi de suite. Donc, il faut effectivement avoir un procédé qui soit totalement structuré quand on traite de la donnée personnelle. Et attention, des données personnelles, la RGPD s'applique qu'elles soient informatiques ou papier. En fait, à partir du moment où vous collectez sur vos clients ou vos patients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez tout acte, entre guillemets, que ce soit une livraison, que ce soit avoir une facture, proposer une carte de fidélité, bref, toutes les opérations où vous allez ou qui vont nécessiter l'utilisation de ces données constituent ce qu'on appelle votre traitement de données personnelles. Et donc, ça va permettre effectivement de gérer votre patientèle, votre clientèle, etc. Donc, ce traitement, effectivement, il doit être en conformité avec donc cette RGPD et pouvoir faire la différence entre vos différents fichiers. C'est-à-dire que si vous avez des fichiers qui ne contiennent que des coordonnées d'entreprise, société Intel, avec une adresse, un numéro de téléphone du standard et un email générique, ce n'est pas une donnée qui va rentrer dans celle que l'on doit traiter à caractère personnel. Maintenant, si je peux identifier une personne grâce à l'une ou l'autre de ces données, à ce moment-là, elle va rentrer dans le critère des données personnelles. Donc, si j'ai un mail générique, mais qu'il est dans une entreprise unipersonnelle, bien entendu, à ce moment-là, c'est une donnée personnelle. Si vous faites des traitements occasionnels, vous avez par exemple constitué ou vous constituez un fichier pour une opération événementielle. Vous ouvrez un établissement, vous faites une promotion sur une courte période, etc., etc. À ce moment-là, ces fichiers ne rentrent pas dans les données à caractère personnel. Par contre, ce fichier devra être détruit après que cet événement soit passé. Si vous avez des informations en tout ou partie que vous allez conserver dans ce fichier, vous devez détruire celles que vous n'utiliserez pas et vous devez faire rentrer à ce moment-là toutes les données collectées dans un fichier qui rentrera dans le traitement des données à caractère personnel. Tout à l'heure, je disais, le traitement des données personnelles et la RGPD affecte aussi bien les supports informatiques que les supports papier. Par exemple, vous avez un post-it sur un bureau avec le numéro de téléphone, juste un numéro de téléphone. En réalité, ça fait partie du traitement de données personnelles. Parce que via ce numéro de téléphone, on peut retrouver une personne. Donc ça veut dire que quelque part, et on l'avait vu dans la première partie de la sécurité, si je note sur un post-it un numéro de téléphone, une fois que je l'ai utilisé,
je dois le détruire. Si je mets une base de données client sur une clé USB, je dois protéger effectivement cette base client par un mot de passe parce que ça rentre dans le traitement des données personnelles. Si je récupère des numéros de téléphone en ligne sur des pages blanches, bien qu'on s'en serve de moins en moins, ça, je crée un fichier et j'ai des données personnelles, donc ça rentre dans le traitement des données personnelles. Si je lis un compte-rendu de rendez-vous commercial, ou j'édite un compte-rendu de rendez-vous commercial, si j'ai juste le nom de l'entreprise et des observations sans citer de nom de personne, c'est pas franchement des données personnelles. À partir du moment où je cite des personnes, où je cite des adresses précises, ou des données très précises, et qui peuvent effectivement me faire retrouver de qui je parle, ça rentre dans le traitement des données personnelles. Et si je lis, bien sûr, une revue professionnelle sur l'immobilier, ça ne rentre pas, ces données-là ne rentrent pas dans le traitement des données personnelles. Donc, vous voyez que, quelque part, il y a une frontière qui est relativement mince entre ce qui doit être traité comme données personnelles et ce qui ne doit pas l'être. Et pour les téléphones professionnels aussi, pardon, pour les téléphones professionnels aussi, pour les numéros de téléphone. Tout à fait. Les numéros de si vous avez un fichier avec un numéro de téléphone, avec des numéros de téléphone professionnels, à partir du moment où ces numéros de téléphone, sauf si c'est uniquement le standard d'une entreprise, mais si ces téléphones sont affectés envers des personnes, ces données-là doivent être protégées. Alors, on va me dire, oui, mais moi, dans mon téléphone, j'ai effectivement aussi bien des numéros de téléphone professionnels que des numéros de téléphone personnels. Alors, normalement, c'est ce qu'on avait vu dans la première partie, on devrait avoir un téléphone pour l'activité professionnelle et un téléphone pour son personnel, et ne pas mélanger les deux choses. Donc, je serais tenté de dire, si vous avez mélangé effectivement dans un seul et même téléphone l'ensemble de ces données-là, assurez-vous que votre téléphone soit non piratable ou très bien protégé. Il faut savoir qu'en fait... Oui, pardon. Oui. Moi, par exemple, moi, dans mon bureau, j'ai affiché, j'ai une feuille affichée la liste de tous les téléphones pro des collègues que j'ai besoin de contacter, par exemple. Tout à fait. Alors, dites-vous bien, par exemple, je suis un vilain méchant hacker, je viens dans votre bureau, à un moment donné, vous allez vous absenter, je vais photographier ce petit papier où vous avez noté la totalité de vos collaborateurs et de leurs coordonnées téléphoniques. Grâce à ça, je vais pouvoir effectivement exercer un certain nombre d'opérations qui vont faire que je vais collecter des données sur eux et pouvoir les exploiter. Donc vous avez ouvert en fait une porte je dirais, la divulgation non autorisée de certaines données. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à tous les documents papier que l'on a sur un bureau, parce que normalement, ces documents doivent être quelque part dans une pochette, dans un tiroir, fermé à clé, et n'être utilisés que ponctuellement et remis en place derrière. Voilà ce qu'est la réalité du traitement des données personnelles. Et donc de la sécurité de ces données. Il y a une autre question dans le chat qui concerne les comptes rendus de réunion par rapport à la diffusion d'un compte rendu avec les noms des personnes ayant participé. Est-ce qu'il faut leur accord pour diffuser le compte rendu avec le nom? Alors, on n'a pas besoin de l'accord des personnes. Maintenant, on doit s'assurer que ces comptes rendus ne puissent pas sortir de la sphère à laquelle ils ont été destinés. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que, grosso modo, on ne doit, si on partage cette communication,
Derrière, ça peut être par exemple un compte rendu qui a été mis sur un cloud et qui, une fois que tout le monde a confirmé la lecture, peut être détruit et ou sur le cloud et archivé sur un seul et même endroit. D'accord. Ou alors mis sur un cloud avec un accès autorisé par mot de passe. D'accord. Ok. Alors, on continue avec le traitement des données Donc, qu'est-ce qui sensibles. est interdit? Qu'est-ce qui est interdit dans les données personnelles, ce qu'on appelle les données personnelles? C'est-à-dire tout ce qui va traiter des origines raciales, ethniques, les opinions politiques, les convictions religieuses, philosophiques, les appartenances syndicales, ou les traitements des données génétiques, biométriques, que ça soit des données de santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne, est interdit, sauf exception prévue par le règlement. Donc, par exemple, pour ce qui nous concerne dans la santé, il est bien évident qu'on est obligé d'avoir des données de santé sur nos patients. Mais nous sommes autorisés parce que nous sommes professionnels de santé et il faut que le contexte dans lequel nous gérons ces données soit parfaitement sécurisé. Ce sont ce qu'on appelle des données extrêmement sensibles. En ce qui concerne ces données dites sensibles, vous avez une application renforcée de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne doit pas divulguer ou du moins communiquer des données en masse concernant les données de santé. De la même façon, de la surveillance de personnes, ça ne doit pas, et ça c'est les services plutôt de l'État, ils ne doivent pas, tout ce qui va être vidéo, etc., vidéosurveillance, ne doit pas sortir de l'Union européenne. Tout ce qui va être relatif à des infractions ou des condamnations des mesures de sûreté sont des données sensibles et qui sont en fait avec une application renforcée. En fait, il faut savoir que de toute façon, pour nous, entreprises ou professionnels, qui que nous soyons, à part effectivement ce contexte santé bien particulier où on a un certain nombre de données, toutes ces données dites sensibles ne doivent pas être en place dans nos entreprises ou dans nos services. Pour gérer effectivement au sein d'un établissement ces données, il y a une personne que l'on appelle le responsable de traitement. En général, c'est la personne, on va dire, la plus haut placée dans l'organigramme. C'est le chef d'entreprise. Par rapport à ce processus, par rapport à la RGPD, il engage sa responsabilité et c'est lui qui décide des finalités des traitements, donc le pourquoi on a des données, pourquoi on les récupère, comment on les récupère, comment on fait pour les mettre en œuvre, comment on les protège, etc. C'est donc le chef d'entreprise, s'il y a une problématique au niveau de cette réglementation, c'est le chef d'entreprise, quoi qu'il en soit, qui prend les coups. Derrière, vous avez, bien sûr, par rapport à ce responsable de traitement, vous avez la possibilité d'avoir une personne déléguée qui va gérer au quotidien le respect de cette réglementation. Mais ça peut être, je dirais, un responsable informatique, ça peut être une assistante, ça peut être un responsable marketing. On délègue des actions, mais on ne délègue pas la fonction. Donc, même si on a délégué, je dirais, tous les droits et le pouvoir total à une tierce personne, le chef d'entreprise reste, lui, le responsable de traitement et le responsable
de tout ce qui se passe au niveau des données au sein de l'organisme. Après, derrière, il faut savoir aussi que vous engagez votre entreprise dans un process pour respecter les réglementations, mais l'ensemble de vos sous-traitants sont également, je dirais, sous votre responsabilité quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre entreprise, vous faites appel à un prestataire informatique qui va faire votre site internet, par exemple. Eh bien, ce prestataire doit respecter votre RGPD. Grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est responsable au sens de la RGPD de l'ensemble de nos sous-traitants également. Et de la façon dont, quand on leur donne des données, on leur confie des données, ça va, effectivement, ils vont les traiter. Donc, on va venir à ce moment-là, je vais revenir au slide. Alors, le 34, vite fait, c'est juste pour comprendre que votre responsabilité, vous êtes comme dans un train. C'est-à-dire que vous êtes une locomotive avec vos sous-traitants qui sont des wagons, mais de la même façon, vous pouvez être les wagons d'une autre locomotive. Après, derrière, la RGPD, qu'est-ce qu'elle autorise? Tout à l'heure, on parlait de personnes qui pouvaient porter plainte parce qu'il y avait une violation de leurs droits concernant leurs données personnelles. En fait, la RGPD donne droit à toute personne un droit d'information, c'est-à-dire de savoir bonjour, qu'est-ce que vous possédez comme information sur moi? Est-ce que je peux avoir accès à ces informations? Ça vous donne le droit de vous opposer à la divulgation de ces informations. Ça vous donne le droit de demander à tout moment une rectification de ces informations. Ça vous donne le droit de pouvoir faire une demande d'effacement de ces informations. Ça vous peut vous faire le droit de limiter également le traitement de ces informations, de la portabilité, c'est-à-dire le partage de vos informations. Et en aucun cas, on doit vous demander des autorisations de façon automatisée. Ça doit rester une prise de décision individuelle. En fait, il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, une personne si vous n'êtes pas satisfait du traitement de vos données à titre personnel, vous êtes en droit d'informer la CNIL que vos données ont été violées ou non respectées dans les 72 heures. Et comme je le disais tout à l'heure, ça prend exactement 5 minutes sur le site de la CNIL. Bonjour, je suis démarché sans arrêt par la société X avec le numéro de téléphone Y. Je leur ai demandé de m'effacer de leur base de données. Ils continuent de m'appeler. Ça suffit pour que la CNIL exerce ensuite un contrôle sur cette entreprise-là. Heureusement, peu de gens le font. Parce que sinon, il y aurait effectivement beaucoup d'entreprises qui se feraient rattraper par la patrouille. Donc, pour savoir de quoi on parle, en fait, la date, tout à l'heure, je disais que la date du 25 mai 2018 est déjà dépassée. Donc, effectivement, 80% des entreprises en France ne sont pas conformes ou le sont à moitié. Et il y en a presque la moitié qui ne savent même pas exactement ce qu'est la RGPD. Tous les jours, je rencontre des sociétés où on me dit la RGPD, oui, j'en ai entendu parler, mais je sais pas ce que c'est réellement. C'est quand même un peu embêtant parce que, encore une fois, normalement, ça doit faire déjà 3 ans qu'on devrait être tous conformes. Donc, il faut effectivement prendre conscience de l'enjeu de cette réglementation, identifier au sein de l'entreprise les acteurs, donc quels sont les responsables de traitement, quels sont les délégués,
Quels sont nos sous-traitants? Les responsables des services informatiques, les avocats. Il faut former les collaborateurs à cette gestion de données personnelles. Il faut effectivement faire un audit et répertorier l'ensemble des données et leur traitement. Il faut mettre en place des actions pour respecter le RGPD. Intégrer le principe d'accountability, donc documenter, c'est-à-dire en fait, à chaque fois, préciser pour chaque donnée à quoi elles sont destinées, combien de temps on les garde, etc. Intégrer le principe de privacy by design et by default. Tout simplement, je vais prendre un exemple simple, des fiches de salaire, ça contient des données personnelles. Mais bien entendu, on ne va pas les éliminer systématiquement tous les 3 ans. On va les garder plus longtemps parce qu'on est obligé par la loi, effectivement, de les conserver. On doit également réaliser des études d'impact sur nos données. C'est-à-dire quand on utilise les données, quel impact ça peut avoir. On doit mettre en place des actions de contrôle de cette conformité. Auprès que vous êtes déjà sur le slide de comment respecter le RGPD. Donc, j'ai essayé de vous dessiner un peu le parcours que l'on doit faire quand on veut mettre en place le RGPD au sein de son établissement, au sein de son entreprise, de son association. En fait, vous devez d'abord identifier les acteurs, c'est-à-dire qui utilise, qui entre les données personnelles. Vous devez cartographier en fait l'ensemble des données que vous avez au sein de l'entreprise. Où elles sont, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Vous devez préparer votre registre de traitement. Le registre de traitement est un document qui peut être papier ou informatique, qui est obligatoire dans le processus de conformité. Vous devez établir votre plan d'action pour mettre en place le RGPD. Vous devez gérer les droits, c'est-à-dire en fait inscrire l'ensemble des droits qu'ont les personnes sur les données que vous possédez. Les politiques, vous devez informer les politiques de confidentialité. Vous devez notifier, si vous les remarquez, les violations, pardon. Vous devez également mettre en place tous les contrats et avec vos sous-traitants. Vous devez sensibiliser vos collaborateurs à cette gestion des données. Vous devez mettre à jour vos bases de données personnelles, revoir donc toute la sécurité de ces bases de données et ensuite maintenir ces données personnelles. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous aurez documenté l'ensemble de ces éléments et de ce parcours, vous serez en conformité. Alors effectivement, quand on regarde un tableau comme ça, on se dit « Ouh là là, c'est pas de mal avec que je vais être conforme et que je vais avoir documenté ma conformité. » Oui, quand on le regarde comme ça fait un peu peur, mais non, pas trop d'inquiétude, ça se fait quand même, pas facilement, mais ça se fait dans un certain temps. En moyenne, il faut compter à peu près, selon le temps qu'on va y passer, entre 1 à 3 mois. Je pense que cette slide, elle est vraiment importante, si je peux me permettre. Hein, c'est la plus importante avec vraiment ce que vous devez mettre en place au quotidien. Même nous, CIUS, on a encore un peu de chemin à faire, même si on s'y met. Donc voilà, à mon avis, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, hein, Patrick? Exactement, et c'est pour ça que, alors je vais me faire un peu de pub, c'est pour ça qu'il y a des sociétés comme la mienne qui sommes là pour faire des formations et vous aider à mettre en place cette conformité. Oui, mais non, mais c'est vrai, hein, c'est aussi un métier, donc ça peut aider hein, si on a un petit budget et qu'on est dépassé. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des experts.
c'est surtout que, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre quotidien des affaires, aujourd'hui, la RGPD commence à prendre de plus en plus d'importance. Et je ne sais pas si parmi les assistants, il y en a qui ont eu à traiter déjà des appels d'offres. Mais aujourd'hui, tous les appels d'offres quasiment publics, si on fait bien attention, demande à ce que la société qui sera retenue soit en conformité avec la RGPD et puisse présenter les documents, donc son registre de traitement, pour valider, auquel cas elle ne sera plus retenue et l'appel d'offres sera, je dirais, à recommencer à zéro. Et oui, donc, très important. Voilà. Donc le registre de traitement, j'ai essayé de vous le dessiner le plus simplement possible. Alors vous c'est ça devez ou avoir... c'est la slide d'après? Non, c'est juste la slide 41, en fait, juste d'après. Okay. Comment documenter la conformité? Donc, en fait, ce registre de traitement, donc encore une fois, qui peut être papier ou informatique, il doit contenir en fait tous les processus, l'organisation, les labellisations et toutes les documentations. Donc dedans, vous avez le registre de droit, vous avez toutes vos procédures, toutes vos études d'impact, tous vos contrats et les violations éventuelles que vous avez pu avoir, sachant que dans le registre de violation, bien sûr, rentrent aussi les demandes de personnes concernant leur droit de regard sur leurs données. Donc là, pour la première partie, je vais laisser après poser des questions. Sur la slide 42, vous avez donc en fait toutes les évolutions et tous les focus qu'on doit avoir quand on fait une mise en conformité RGPD et dans sa transformation pour pouvoir être en conformité. Donc les droits, les contrats, je reviens dessus, l'organisation, les notifications, le traitement, les transferts des données, les stockages de ces données, la sécurité, les informations aux clients, les consentements. Alors tout à l'heure, on a posé une question, c'était sur les demandes. En fait, doit-on informer les usagers de sa conformité? Alors, oui, on peut afficher dans son accueil, etc., que effectivement on est conforme à la RGPD. Ça rassure les usagers, mais ce n'est pas une obligation essentielle d'informer. En règle générale, on le fait parce que ça nous est utile, c'est notre image de marque. Quelqu'un qui n'est pas conforme à la RGPD, forcément, on va pas forcément lui confier un certain nombre de données. Quelqu'un qui dit l'être et qui le prouve, parce que c'est des documents que l'on va avoir avec la CNIL, en fait, ça rassure. De voir que oui, nous sommes en conformité RGPD, ça rassure les usagers, mais ce n'est pas une obligation de les informer systématiquement. Et donc, par là même, de faire signer un document à un usager sur le fait qu'il a bien compris qu'on était conforme à la RGPD n'est pas essentiel. Et n'est pas forcément obligatoire non plus. Par contre, il y a une chose importante à savoir, c'est que, bien entendu, aujourd'hui, on digitalise de plus en plus. Et donc, par là même, la première des choses que l'on fait, c'est que l'on fait un site Internet. Et que son site soit juste un petit site de représentation, ce qu'on appelle un site vitrine, où les gens peuvent laisser leurs coordonnées pour avoir un peu plus d'infos. Même là, à partir du moment où on laisse une possibilité aux personnes de pouvoir laisser des informations, on doit avoir effectivement la signification de l'ensemble des données que l'on a mis en place pour le RGPD. C'est obligatoire.
Donc ça, c'est hyper important parce que aujourd'hui, la CNIL, un des premiers contrôles qu'elle fait pour voir si vous êtes mis en conformité, c'est sur votre site internet. Méfiez-vous si vous avez un site fait par un tiers, c'est-à-dire par une société externe, parce que vous allez en regarder le traitement des données personnelles. Ce ne seront pas celles qui seront raccrochées à votre site, mais à celles de votre fournisseur. Donc lui se protège, mais assurez-vous que vous êtes bien protégé aussi. Donc je vais vous laisser, avant d'aller un peu plus loin sur les plans d'action, je vais peut-être vous laisser poser quelques questions s'il y en a. Alors, il y en a une dans le chat, je me permets de la lire, Patrick. Pouvez-vous recommander des logiciels ou des éditeurs de logiciels? Sinon, y a-t-il un référentiel type CNIL des éditeurs respectant la conformité RGPD? Alors, non, il n'y a pas de base de données d'éditeurs qui soient en conformité. C'est très simple en fait de voir si vous avez un site qui est conforme. La première des choses, déjà, il doit être en HTTPS. Donc, ça veut dire que vous devez voir le petit cadenas au-dessus. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est d'aller, quand vous êtes sur un site, c'est d'aller sur ce site dans le traitement des données personnelles. Soit, effectivement, le site informe qu'elle existe, soit elle n'existe pas. Si elle informe qu'elle existe, il faut bien regarder si c'est effectivement une forme très basique de dire qu'on respecte le RGPD, mais sans expliquer comment on le respecte, comment on traite les données, qui s'en occupe, parce que c'est nominatif. Vous avez une personne dans chaque entreprise ou chaque organisation qui est la personne référente des données personnelles. Et ses coordonnées professionnelles et son nom doivent apparaître dans les données RGPD du site, de façon à ce que toute personne puisse la contacter pour justement avoir accès à ces données et faire ses droits de rectification, d'effacement, etc. En fait, après, derrière, les informations que je voulais transmettre, c'est simplement que un petit peu de pub pour moi, qu'en fait, tout simplement, nous faisons de la formation RGPD, c'est-à-dire qu'en fait, on va non seulement former le chef d'entreprise, voire une ou deux autres personnes dans son entreprise, ça dépend de la taille, à cette mise en conformité, mais on va accompagner également, c'est-à-dire que dans notre process, nous avons prévu également d'accompagner et de faire en sorte qu'à la fin de la formation, en fait, tout votre processus de mise en conformité soit démarré. Donc alors en fait, vous savez exactement, vous avez engagé votre processus, vous avez désigné un pilote de cette mise en conformité, vous avez déjà cartographié, vous avez priorisé vos données, vous avez géré vos risques, vous avez organisé, vous avez documenté. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment vous accompagner pour gagner du temps au plus possible, parce que c'est bien de savoir de quoi on parle, mais d'un autre côté, on sait que, et c'est le problème, et une des raisons pour laquelle il y a autant d'entreprises et d'organisations qui ne sont pas en conformité, c'est que ça prend du temps, mais surtout, c'est prendre du temps sur quelque chose que l'on ne juge pas forcément prioritaire pour une entreprise. Quand on paye des personnes pour faire un travail, c'est vrai que c'est compliqué de les mettre sur autre chose et de voir qu'elles passent un temps infini pour cette mise en conformité. Donc en fait, nous faisons un accompagnement et on met en place avec les personnes et on est là en tutorat
pour faire cette mise en place. Alors c'est pour ça que je disais, ça prend à peu près entre 1 à 3 mois. C'est une formation qui n'est pas compliquée, qui est prise en charge par les organismes, donc qui généralement ne coûte rien à l'entreprise, mais au moins à la fin de cette formation, on est en conformité ou on est en passe de l'être. J'espère en tout cas pour les participants que ça vous a éclairé, que ça a répondu à vos questions et que ça vous a un petit peu lancé pour vous mettre en conformité. Donc, vraiment, merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur nos webinaires. Merci à nos adhérents qui nous soutiennent. Et voilà, à très bientôt pour d'autres sessions, j'espère. Voilà, merci à tous en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.